La pluie cinglait la ville, s'abattant comme une punition. Edea, pas plus de 22 ans, se tenait de l'autre côté de la rue, trempée jusqu'aux os. Ses bras étaient étroitement enroulés autour d'elle, tremblante, mais pas à cause du froid. La faim la rongeait depuis des jours. Son estomac gargouillait avec une force qui la fit grimacer. La chaude lumière dorée qui se déversait du grand hôtel de l'autre côté de la route semblait appartenir à un autre univers. Des rires résonnaient faiblement à travers les fenêtres fermées. À l'intérieur, des serveurs glissaient entre les lustres et les fleurs, portant des plateaux de nourriture qui ressemblaient à des œuvres d'art. Des invités en robes scintillantes levaient leurs flûtes de champagne. C'était un mariage. Un grand mariage de la haute société. Et Edea, elle n'avait pas mangé depuis la veille au matin. Elle lécha ses lèvres sèches. Ses pantoufles déchirées étaient trempées, son chemisier autrefois blanc était maintenant gris et collait à sa silhouette maigre. Elle fit un pas lent en avant. « Juste une assiette » se murmura-t-elle. « Juste une. Je mangerai vite et je disparaîtrai. » La ruelle latérale sentait les ordures mouillées, mais elle menait à la porte de service de l'hôtel. Elle attendit qu'un employé de cuisine distrait sorte un chariot pour les poubelles. « Excusez-moi » appela-t-elle faiblement. L'homme ne l'entendit pas ou fit semblant de ne pas l'entendre. Mais la porte s'entr'ouvrit derrière lui une seconde. Cette seconde fut suffisante. Edea se glissa à l'intérieur, se fondant dans le chaos du personnel qui s'affairait avec des plateaux et des commandes. « Où est le vin supplémentaire pour la table 7 » aboya une serveuse. « Bougez, bougez !» Personne ne la remarqua. Personne ne la regarda. Elle garda la tête baissée, marchant avec assurance comme si elle était à sa place. Quelques instants plus tard, elle poussa une porte et déboucha dans la salle de bal. C'était aveuglant. Une musique douce jouait sous le bourdonnement des conversations. Les murs scintillaient d'ivoire et d'or. Elle pouvait sentir le poulet au romarin, le jambon glacé au miel et les petits pains chauds beurrés. Ses genoux faillirent se dérober. « Reste calme » respira-t-elle. Elle repéra le buffet contre le mur du fond, des serveurs en gants blancs remplissant les plats tandis que les invités se servaient. Sans hésiter, Edea s'approcha, prit une assiette et commença à se servir comme si elle était censée être là. Elle essaya d'être gracieuse, de ne pas en mettre trop, mais ses mains tremblaient alors qu'elle plaçait une tranche de roast-beef, une cuillerée de riz pilaf et une généreuse portion de crevettes. Sa bouche s'emplit de salive à cette odeur. Alors qu'elle tendait la main vers un petit pain, une voix derrière elle la figea. Première fois à un mariage de riche. Edea se retourna lentement. Une fille aux cheveux parfaitement bouclés et une coupe de champagne à la main la dévisagea avec un sourire en coin. « Yeah, oh. » balbutia Edea. La fille rit. « Ne t'inquiète pas. Je m'incruste tout le temps. Bar ouvert, cœur ouvert. » Elle lui fit un clin d'œil et s'éloigna. Edea expira une tremblante. C'était moins une. Elle trouva un coin tranquille derrière un pilier, hors de vue, et s'assit par terre. Elle mangea rapidement, voracement, des larmes coulant sur son visage alors que les saveurs explosaient sur sa langue. De la braille nourriture. De la nourriture chaude. Mon Dieu, merci, murmura-t-elle, enfournant un petit pain dans sa bouche. Juste ça, juste cette nuit. Alors qu'elle attrapait la dernière crevette de son assiette, elle entendit quelque chose. Des applaudissements. Elle leva les yeux. Les invités s'étaient tournés vers l'allée. Un homme grand dans un smoking ivoire se tenait près de l'autel, un bouquet à la main. Ses yeux parcouraient la foule, son expression indéchiffrable. Edea l'observa une seconde, il avait l'air étrange, comme s'il attendait quelqu'un. Son regard passa devant elle, puis s'arrêta. Son cœur manqua un battement. Il la fixait. Non, à travers elle. Puis ses lèvres bougèrent, murmurant quelque chose que lui seul pouvait entendre. Et lentement, délibérément, le marié commença à marcher droit vers elle. La salle de bal scintillait d'opulence, de compositions florales imposantes, de linge de table brodé d'or, du scintillement des diamants, des perles et des sourires polis. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les invités murmuraient alors qu'une attente fébrile emplissait l'air. Mais Kelvin Kingsley restait immobile à l'autel, une statue en crème et noir. Grand, aux épaules larges, d'une beauté saisissante, Kelvin n'avait pas l'air d'un homme sur le point d'épouser la mondaine la plus enviée de la ville. Non, il avait l'air distrait. Distant. Ses yeux vifs balayaient la mer de visages devant lui, s'arrêtant, scrutant, cherchant. Quelle
murmura son témoin avec urgence, lui donnant un coup de coude. Tout le monde attend. Ça va. Kelvin ne répondit pas. Son regard se déplaçait sur chaque table, chaque invité, comme s'il cherchait quelqu'un qui n'était pas à sa place. Kelvin, répéta le témoin, plus sèchement cette fois. Finalement, Kelvin murmura. Elle viendra. Je sais qu'elle viendra. Le témoin fronça les sourcils. Qui? Tu veux dire Trisha? Elle se refait une beauté. Non? Dit Kelvin, les yeux toujours scrutateurs. Pas Trisha. De l'autre côté de la pièce, assise bas derrière un pilier de marbre, Eddie mordit dans un petit pain avec des mains tremblantes. Son cœur avait enfin cessé de battre la chamade, et pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à la paix. Mais alors, elle le sentit. Cette sensation étrange, comme un fil qui se tendait entre elle et quelque chose, ou quelqu'un. Elle leva les yeux et croisa le regard du marié. Son regard perça l'air entre eux, tranchant à travers le tintement des verres et les commérages chuchotés comme une larme. Il ne se contentait pas de regarder, il la voyait, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Eda se figea au milieu d'une bouchée. Son soufflet s'écoupa. La crevette glissa de sa fourchette et heurta l'assiette avec un petit tintement. Oh non! Kelvin cligna des yeux une fois, comme pour confirmer qu'elle était réelle. Puis, il se mit à marcher. Droit vers elle. Qu'est-ce qu'il fait? Murmura un invité. Où est la mariée? Demanda un autre. Est-ce qu'il va vers quelqu'un? La foule s'écarta lentement, curieuse et confuse. Trisha apparut à l'entrée dans sa robe de créateur, flanquée de demoiselles d'honneur, prête à faire sa grande entrée. Elle rayonnait jusqu'à ce qu'elle réalise que son fiancé n'était pas à l'hôtel. Kelvin, appela-t-elle sèchement, son sourire vacillant. Où vas-tu? Il ne s'arrêta pas. Eda se leva précipitamment, son assiette s'écrasant au sol, la nourriture s'éparpillant sur le marbre. Je dois partir, murmura-t-elle, se retournant pour courir. Trop tard. Kelvin l'atteignit, lui attrapant doucement le poignet. Son contact n'était pas brutal, il était désespéré. Familiar. Ne pars pas, dit-il doucement. Tu es venu. Je savais que tu viendrais. Eda retira brusquement son bras. Je ne vous connais pas. Mais moi, je te connais. Sa voix tremblait, ses yeux brillaient. Je t'ai attendu. Des exclamations de surprise éclatèrent dans la foule. Trisha marcha vers eux, ses talons claquant comme des coups de feu. Qui est cette fille des rues? Aboya-t-elle, toisant Eda de haut en bas. Kelvin, est-ce malade? Qu'est-ce qui se passe? Kelvin ne quitta pas Eda des yeux. Ce n'est pas une erreur. C'est elle. C'est la fille que je cherche depuis toujours. La pièce sombra dans des chuchotements choqués. Trisha eut un rire amer. Tout est ridicule. Et moi avec. Tu es sur le point de m'épouser. Il se tourna enfin vers elle. Comet. Freudmet. Je ne t'ai jamais promis l'amour, Trisha. Tu le sais. Ce mariage était arrangé pour des raisons politiques. C'est tout. Il se retourna vers Eda. Mais elle est réelle. Eda le regarda comme s'il avait perdu la tête. Son cœur battait la chamade. Je ne suis pas celle que vous croyez, dit-elle. Je ne suis même pas censé être ici. Je suis seulement venu pour la nourriture. Kelvin Suret Dousmet. Mais maintenant, tu es humble. Tu m'as sauvé la vie une fois. Tu ne t'en souviens tout simplement pas. Le visage de Trisha se crispa. C'est un menteur. Une moins que rien. Elle est vêtue de haillons et vole de la nourriture à mon mariage. Le mot « moins que rien » résonna aux oreilles d'Eda. Ses joues brûlèrent d'humiliation. Les gens la dévisageaient, chuchotaient. Mais Kelvin s'approcha, la protégeant. Peut-être qu'aux yeux du monde, c'est une moins que rien, dit-il, la voix s'élevant. Mais pour moi, c'est la fille qui m'a donné une raison de vivre quand je n'en avais aucune. Vous ne savez pas ce que cela signifie. La foule s'est haute. Kelvin se retourna vers Eda, tendant la main. Je ne te forcerai pas. Mais si tu prends ma main maintenant, tout change. Pour nous deux. Eda fixa sa main, la folie qui se déroulait, et l'homme qui la regardait comme si elle était précieuse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Le regard d'Eda oscillait entre l'inconnu en smoking crème et les dizaines d'invités élégamment vêtus qui les observaient maintenant avec une fascination captivée. Son instinct hurlait, fuit, son corps, figé. Kelvin tendit davantage la main, au milieu du chaos. Sa voix résonna avec une conviction qui trancha à travers la confusion. Te voilà.
dit-il, assez fort pour que tout le monde entende. Je savais que tu viendrais. Des exclamations de surprise éclatèrent dans la salle. Qui est-elle? Qu'est-ce passait-il? C'est un film? La confusion collective se transforma in murmurs, pousse in un silent choke. La mère de Trisha se leva, les yeux flamboyants. Kelvin, avez-vous perdu la tête? Cette fille est une voleuse. Une intruse. Sécurité. Aboya le père de Trisha. Sortez cette fille d'ici maintenant. Mais Kelvin n'y se le pas. Il prit doucement la main tremblante d'Eda et la tira près de lui, murmurant juste pour elle. S'il te plaît, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. Eda retira sa main. Te faire confiance? Je ne sais même pas qui tu es, siffla-t-elle à voix basse. Mais moi, je sais qui tu es, murmura Kelvin, les yeux chaleureux. Tu as changé ma vie une fois. Maintenant, laisse-moi changer la tienne. Derrière eux, les talons de Trisha claquaient furieusement sur le marbre alors qu'elle s'approchait d'un pas rageur. Kelvin, qu'est-ce que tu fiches? Bon sang, cracha-t-elle. Tu es sérieusement en train de tout gâcher pour elle. Pour une mendiante qui s'est incrustée à notre mariage. Kelvin se tourna vers elle, le regard fixe. Trisha, tu mérites quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui veut t'épouser. Il soupira. Je ne suis pas cet homme. Je ne l'ai jamais été. Les yeux de Trisha s'emplirent de rage et d'humiliation. Espèce d'arrogant. Avant qu'elle ne puisse finir, Kelvin se retourna vers Eda. Et d'un mouvement audacieux et choquant, il la conduisit par la main vers l'autel. Attendez, quoi? Non, balbutia Eda, plantant ses talons dans le sol. Je ne vais pas monter là-haut. Êtes-vous fou? Peut-être, dit Kelvin avec un petit sourire, sa prise douce mais ferme. Mais tu es censé être ici. La foule s'écarta comme des vagues devant eux. Les flashs des appareils photo crépitèrent. Les téléphones sortirent. Les mondains poussèrent des exclamations de surprise. Le pasteur à l'avant cligna des yeux, incrédule. « Monsieur Kingsley, est-ce la mariée ?» demanda-t-il avec hésitation. Kelvin hocha la tête. « Oui, c'est elle. » Eda murmura furieusement. « Qu'est-ce que vous faites? C'est de la folie. Je suis venu ici pour voler de la nourriture, pas la vie de quelqu'un. » Kelvin la regarda dans les yeux. « Tu es venu parce que tu avais faim. Mais pas seulement de nourriture. » Il s'approcha. « Tu avais faim de gentillesse. Que quelqu'un te voie. J'ai attendu des années pour te rendre l'appareil pour ce moment, et le destin t'a amené à moi. » Elle le fixa, les lèvres tremblantes. Une partie d'elle voulait croire que c'était un rêve, une hallucination bizarre et coûteuse. Mais la façon dont il la regardait, comme si elle comptait, fit craquer quelque chose au plus profond de sa poitrine. Elle se tourna légèrement, prête à s'enfuir, mais la foule était trop dense. Tous les yeux étaient rivés sur elle. « Si je reste, murmura-t-elle, que se passe-t-il ensuite ?» La voix de Kelvin était douce. « Alors nous prononçons nos vœux. Et après? » Jete de Raytout. Le pasteur, jetant un regard nerveux au mondain furieux, s'éclaircit la gorge. « Dois-je continuer ?» Kelvin fit un unique signe de tête. Eda se tenait figée à côté de lui, son cœur battant à tout rompre alors que le pasteur commençait. « Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici aujourd'hui. » Alors que la cérémonie commençait, les chuchotements de la foule se transformèrent en un étrange silence. Les riches, l'élite, les puissants, tous réduits au silence par un moment que personne ne pouvait expliquer. Eda pouvait à peine entendre les mots. Son esprit s'emballait, sa vision était floue. Pourtant, ses pieds ne bougeaient pas. Ses mains restaient dans celles de Kelvin. « Vous, Kelvin Kingsley, prenez-vous cette femme? »« Oui, je le veux. » La tête d'Eda se tourna vivement vers lui. C'était rapide. Aucune hésitation. « Et vous ?» Le pasteur fit une pause maladroite. « Mademoiselle ?» Kelvin murmura, dit simplement oui. Eda le fixa. Ses yeux doux. Sa certitude. La folie de tout cela. Elle prit une inspiration. « Oui, je le veux. Je suppose. » Une exclamation de surprise. Puis des applaudissements stupéfaits. Certains maladroits. D'autres sincères. Le pasteur sourit, soulagé. « Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. » Eda cligna des yeux alors que Kelvin se penchait et lui déposait un léger baiser sur la joue. Les appareils photo cliquetèrent furieusement. « Mesdames et messieurs. M et Madame Kingsley. » Trisha sortit en trombe, traînant son voile, suivie par la moitié des invités stupéfaits. Le reste,
Resta pour voir à quoi ressemblerait la fin de ce drame de la vie réelle. Kelvin se tourna vers Eda, murmurant doucement. Maintenant, commençons la véritable histoire. La salle de bal était en désordre. Les invités chuchotaient furieusement derrière leurs flûtes de champagne. Quelques-uns continuaient à filmer, ne sachant pas si ce dont ils étaient témoins était une dépression nerveuse ou un commencement. Le couple à l'hôtel ne cadrait pas. L'un en soie de créateur, l'autre en vêtements trempés par la pluie et en chaussures trouées. Mais ils étaient là. Marius. Eda se tenait à côté de Kelvin comme un fantôme, son esprit tourbillonnant dans 1000 directions. Elle n'avait toujours pas réalisé le moment où elle avait dit « Oui, je le veux ». C'était juste arrivé. La main de Kelvin reposait doucement sur le bas de son dos, la guidant vers le bas des marches alors que l'officiant concluait, sa voix un écho lointain. Des applaudissements, hésitants, polis, confus, flottèrent dans la pièce comme des feuilles mortes. Soudain, c'est une blague. La voix de Trisha craqua comme le tonnerre. Toutes les têtes se tournèrent alors qu'elle dévalait l'allée, les poings serrés, le visage strié de maquillage et de trahison. « Tu m'as humilié, Kelvin. » Devant toute la ville. Pour elle. Elle fit un geste ample vers Eda. Elle ne porte même pas de chaussures. De nouvelles exclamations de surprise éclatèrent. Kelvin s'arrêta, se tourna calmement pour lui faire face. « Trisha, je ne t'ai jamais menti. Ce mariage n'a jamais été une question d'amour. Peut-être pas pour toi. Mais pour ma famille, pour mon père, c'était tout. Tu viens de réduire en cendres une fusion de 100 millions de dollars sur un coup de tête. » Qui est-elle? Eda recula, le cœur battant, voulant disparaître. « Je ne suis pas venu pour gâcher quoi que ce soit, » dit-elle doucement. Trisha se retourna vers elle. « C'est déjà fait. Tu as volé ce qui n'était pas à toi. » Kelvin s'interposa. « Assez, Trisha. » Sa voix était basse, autoritaire. « J'ai fait mon choix. » Trisha laissa échapper un rire amer. « Alors bonne chance avec ton cas de charité. Tu le regretteras. » Elle se retourna et sortit en trombe, son voile s'accrochant à une chaise et se déchirant de façon spectaculaire, comme le dernier fil de sa fierté qui se rompait. La moitié des invités la suivit dans un silence gêné, serrant leurs manteaux et leurs invitations, marmonnant à propos de procès, de scandales et de folie. En quelques instants, les seules personnes restantes étaient Kelvin, Eda et la presse. Les flashs éclatèrent comme des stroboscopes. M. Kingsley. Est-ce un coup de pub pour une fugue amoureuse? Qui est-elle? Est-ce une princesse déguisée? Est-ce une expérience sociale ou un coup de communication? Kelvin passa simplement un bras protecteur autour des épaules d'Eda. Pas de commentaire. Il se tourna vers elle et murmura « Sortons d'ici ». Dehors, dans la voiture. Le silence était assourdissant. Le véhicule de luxe traversait la ville comme un fantôme, s'éloignant du chaos. Eda était assise, rigide, sur la banquette arrière, une couverture maintenant enroulée autour d'elle. Ses mains serraient encore une serviette du buffet comme une bouée de sauvetage. Kelvin était assis à côté d'elle, silencieux, calme, comme si tout cela était parfaitement normal. Finalement, Eda se tourna vers lui. « D'accord, » dit-elle, la voix tremblante. « Vous vous êtes bien amusé. Maintenant, expliquez-vous. Qui êtes-vous, vraiment? Et pourquoi venez-vous de gâcher votre vie pour moi ?» Kelvin renversa la tête en arrière, ferma brièvement les yeux, puis la regarda. « Parce que je te dois tout. » Elle cligna des yeux. « Je ne vous ai jamais vu de ma vie. » Il eut un sourire doux et entendu. « Mais je t'ai vu, il y a des années. Quand je n'avais rien. Quand je fuyais tout. » Elle fronça les sourcils. « Vous vous trompez de personne. »« Non, » dit-il doucement. Il pleuvait. Tu avais un parapluie rouge. Tu avais peut-être 16 ans. Tu m'as donné ton dernier morceau de pain et le parapluie. Tu m'as souri comme si je n'étais pas un moins que rien. Ce moment m'a maintenu en vie alors que je voulais disparaître. » Eda le fixa, cherchant dans son visage un soupçon de mensonge. Mais il n'y avait qu'une sincérité tranquille. « Ça aurait pu être n'importe qui, » murmura-t-elle. « Mais c'était toi, » dit-il. « Je t'ai cherché depuis. Je me suis juré que si je te revoyais un jour, je ne te laisserais plus jamais partir. » La gorge d'Eda assis Sarah. « Mais je ne suis plus cette fille, » murmura-t-elle. « Je suis sans abri depuis des mois. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où je me suis sentie humaine. » Kelvin se tourna complètement vers elle. « Alors laisse-moi te le rappeler. » Des larmes piquèrent ses yeux, mais elle les repoussa en clignant des yeux. « Vous ne connaissez même pas mon nom.
Il y a, dit-il sans hésitation. Elle recula d'un bond. Comet, je l'ai trouvé. J'ai cherché dans les registres des orphelinats, les refuges, des vidéos de bénévoles de ce jour-là. J'ai ta photo depuis des années. Je n'ai jamais cessé de chercher. Eda posa sa main sur sa poitrine. Ça ne peut pas être réel. Mais ça l'est, dit-il. Et cette fois, je ne te laisserai pas disparaître à nouveau. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville s'engageaient dans une longue allée. Devant eux se dressait un manoir qui scintillait comme un château. Eda déglutit difficilement. Où sommes-nous? Kelvin sourit. À la maison. La pluie était tombée doucement ce jour-là, un léger murmure sur les os de béton de la ville. Eda, 16 ans, rentrait à pied de son travail de nettoyage de table dans un restaurant poussiéreux en bord de route, son cartable presque vide à l'exception d'un cahier de maths détrempé et d'un petit pain à moitié mangé. Au bord du parc, elle le vit. Un garçon, à peine plus âgé qu'elle, recroquevillé sous un abribus, tremblant. Sa chemise était trempée, ses yeux creusés par la peur et la fatigue. Il semblait déplacé avec ses chaussures chères, déchirées aux coutures. Il ne demanda rien. Mais elle fit une pause. « Ça va » avait-elle demandé doucement, agrippant son parapluie rouge contre le vent. Le garçon ne répondit pas. Il la regarda simplement avec des yeux sauvages et désespérés. Elle hésita, puis s'agenouilla et lui tendit le petit pain. Ce n'est pas grand-chose, mais il est frais. Il le fixa, puis le prit lentement de ses mains tremblantes. Eda regarda le ciel, puis de nouveau vers lui. « Tu vas attraper la fièvre comme ça, » murmura-t-elle. « Tiens. » Elle lui tendit son parapluie. « Garde-le. Moi, je cours. » Elle lui adressa un dernier sourire, éclatant, sincère, et s'élança sous la pluie. Présent. Eda était assise sur le bord du lit moelleux de la chambre d'amis, les mains crispées sur ses genoux, luttant pour croire ce que Kelvin venait de lui dire. La chambre était plus grande que toutes celles qu'elle avait jamais connues. Rideaux de velours, drap de soie, lustre à variateur. Une réalité si éloignée de la sienne qu'elle semblait être de la fiction. Kelvin se tenait de l'autre côté de la pièce, l'observant attentivement. « C'était vous » murmura-t-elle. « Ce garçon à l'abri. » Il hocha la tête une fois. « Je m'étais enfui. De mon père. De l'entreprise. Je ne supportais plus la pression. » Il expira. « Mais cette nuit-là, j'ai failli abandonner. Puis tu es apparu. Pas de questions, pas de jugement. Juste de la gentillesse. Tu m'as donné à manger. Et de l'espoir. » Eda baissa les yeux, submergée. « Je ne me souviens même pas de votre visage à l'époque. Mais moi, je me suis souvenu du tien, » dit Kelvin doucement. « J'ai porté ton visage dans ma tête chaque jour. C'était la seule chose pure que j'avais dans un monde qui essayait de me briser. » Un silence épais s'installa. « Pourquoi me chercher » demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Les gens ne passent pas des années à chercher une inconnue qui leur a donné du pain et un parapluie. Tu n'étais pas juste une inconnue, dit-il en s'approchant. Tu m'as sauvé quand je pensais que personne ne le ferait. Je me suis juré que si j'en avais un jour le pouvoir, je te retrouverais et te remercierais comme il se doit. » Eda secoua la tête, se levant brusquement. « C'est trop. Je ne suis plus cette fille. J'ai changé. J'ai lutté. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas ma place dans un endroit comme celui-ci. Alors reste. Juste pour une semaine. » Elle se figea. Kelvin s'approcha et lui prit doucement la main. « Oh, une semaine, Eda. Pas de pression. Pas d'attente. Reste, c'est tout. Laisse-moi prendre soin de toi pour une fois. » Eda hésita, la gorge nouée par l'émotion. Son instinct hurlait de fuir, mais son cœur murmurait « Reste. » « Et après » demanda-t-elle. « Après la semaine ?» Kelvin sourit faiblement. « Alors nous parlerons. De tout. De savoir si nous restons des étrangers ou si nous devenons quelque chose de plus. » Elle regarda de nouveau la pièce. Toute sa vie avait consisté à fuir la douleur, le jugement, la faim. Peut-être que pour une fois, elle n'avait pas à fuir. Elle le regarda de nouveau. « D'accord, » dit-elle doucement. « Une semaine. » Les portes du manoir s'ouvrirent avec un doux bourdonnement mécanique, révélant un monde qu'Eda n'avait jamais vu que dans les magazines, si ce n'est jamais. L'allée était pavée d'une pierre noire et lisse. Des lignes de marbre gardaient la grande entrée, et des roses blanches fleurissaient le long des bords comme un rêve soigneusement orchestré. Eda était assise sur la banquette arrière de la voiture, ses doigts se resserrant sur la ceinture de sécurité. « C'est ici que vous vivez. »
demanda-t-elle à Kelvin, qui était assis à côté d'elle. Il hocha la tête. Ma maison depuis que j'ai 12 ans. Elle déglutit. On dirait un palais. C'en est un. Mais les palais peuvent être solitaires, dit-il doucement en lui ouvrant la porte. Alors qu'elle descendait sur l'allée, une des femmes de chambre qui observait depuis l'embrasure de la porte plissa les yeux. « Qui est-ce » murmura-t-elle à une autre femme de chambre. « J'ai entendu dire que c'est elle qui a ruiné le mariage, » répondit l'autre. « La fille des rues. » Elle a intended lesmos. Ses joues s'empourprèrent, mais elle garda la tête haute. À l'intérieur, l'opulence s'intensifiait, des baies vitrées du sol au plafond, des escaliers qui se divisaient comme des fourches dans un conte de fées, et des lustres qui ressemblaient à des cascades gelées. Elle eut à peine le temps de reprendre son souffle avant qu'une voix sèche ne résonne dans le foyer. Kelvin, une grande femme en robe émeraude, descendit les escaliers. Son visage était impeccable mais froid, comme une sculpture qui n'avait jamais souri. Kelvin se tourna légèrement. « Tant Geneva !» Les talons de Geneva claquèrent avec précision alors qu'elle s'arrêtait devant Eda, ses yeux se plissant comme des lasers. « Alors c'est elle, l'épouse mystère ?» demanda-t-elle, sa langue comme de la glace. Eda sourit nerveusement. « Bonjour. » Geneva ne tendit pas la main. « Pas de nom de famille. Pas de famille. Comme c'est pittoresque. Vous réalisez que ce n'est pas une auberge de jeunesse, n'est-ce pas, ma chère ?» Geneva, prévint Kelvin, sa voix ferme. « Oh, détends-toi, » dit Geneva froidement. « Je m'assure juste que la fille comprenne où elle a mis les pieds. Cette maison n'est pas bâtie sur la charité. » Eda baissa les yeux, sa voix basse. « Je ne suis pas ici pour la charité. » Non. Le sourcil de Geneva se haussa. « Alors pourquoi exactement êtes-vous ici, ma chérie ?» Avant qu'Eda ne puisse répondre, deux hommes en costume entrèrent derrière eux, des partenaires commerciaux de l'entreprise de Kelvin. L'un d'eux fit la moue en la voyant. « Oh, alors les rumeurs étaient vraies, » dit-il. « Tu as vraiment épousé une roturière? Tu ne l'as même pas habillée d'abord, hein ?» L'amaquard de Kelvin S.E. Crispa. « Fais attention à tonton, Collins. Nous espérons juste que cela n'affectera pas la marque Kingsley, » ajouta l'autre. Les investisseurs préfèrent les récits clairs, pas les coups de pub à la Cendrillon. Eda se tenait là, encaissant tout en silence. Kelvin s'approcha d'elle, glissant une main sur son dos. « Elle est ici en tant que ma femme, et elle ne va nulle part. » Il se tourna vers Eda. « Je vais faire préparer la chambre d'amis. Repose-toi. Je te rejoindrai pour le dîner. » Eda hocha la tête sans un mot et suivit la gouvernante en chef, qui la fusillait du regard avec dédain. Des heures plus tard, la chambre était plus grande que n'importe quel espace qu'Eda avait jamais appelé le sien. Mais malgré le lit moelleux, le dressing et la vue du balcon, elle ne se sentait pas à l'aise. Elle enfila les vêtements simples que le personnel avait laissés et se dirigea vers la cuisine, proposant d'aider pour le dîner. Les femmes de chambre échangèrent des regards engloussants. « Tu veux cuisiner? Dans cette cuisine? Ma chérie, nous avons des chefs avec des étoiles Michelin. Peut-être assieds-toi avant de casser un verre. » Eda ne dit rien. Elle essuya tranquillement le comptoir, aidant là où elle le pouvait. Quand un des chefs laissa tomber un récipient de farine, elle s'agenouilla pour le balayer avant que quiconque ne le demande. Les autres chuchotaient derrière elle. « Regardez-la. Elle ne parle que si on lui parle. Elle a probablement peur de se faire jeter dehors. » Mais dans l'ombre près du couloir, Calvin observait. Il vit la façon dont elle tressaillit quand on se moqua d'elle, mais continua quand même son chemin. Il remarqua comment elle prit le plus petit siège à table, comment elle attendit que tout le monde ait mangé avant de toucher à son assiette. Sa tante observait aussi, sirotant son vin. « Elle est obéissante, je lui accorde ça, » murmura Geneva. « Mais ça ne veut pas dire qu'elle a sa place ici. » Calvin se tourna vers elle. « Non, mais sa place est avec moi. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'Eda était assise sur le balcon, enveloppée dans un châle, elle leva les yeux vers les étoiles. Tout semblait surréaliste. Mais dans le silence, elle entendit la voix de Calvin derrière elle. « J'ai vu ce que tu as fait dans la cuisine aujourd'hui. » Elle se retourna, balbutia. « Oh, je ne voulais juste pas être inutile. » Il sourit. « Tu ne le es pas. Loin de là. » Elle détourna le regard, serrant ses genoux. « Il me déteste ici. » Alors qu'il le fasse, dit-il doucement. Mais ne les laisse jamais te faire douter de ta valeur. Elle croisa son regard. Pour la première fois de la journée, elle sourit. Juste un peu.
L'écho des talons sur le marbre revint comme un souvenir obsédant. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage. 3 jours depuis qu'Eda avait marché sur la pointe des pieds à travers les chuchotements, enduré les regards froids et tenté de se fondre dans les recoins du domaine de Calvin. Mais aujourd'hui, elle sentait une nouvelle tempête arriver. La voix du majordome était tendue lorsqu'il annonça « Mademoiselle Trisha Bloom est ici. Elle insiste pour voir la maîtresse de maison. » Eda leva les yeux du plateau de petit-déjeuner qu'elle était en train de débarrasser. Ses mains se figèrent en plein mouvement. « Je m'en occupe, » murmura-t-elle. Dans le salon ensoleillé, Trisha se tenait comme si l'air lui appartenait. Ses lunettes de soleil de créateur brillaient, et son rouge à lèvres rouges ressemblait plus à de la peinture de guerre qu'à du maquillage. « Wow !» ricana Trisha en voyant Eda entrer. « Je ne m'attendais pas à te voir encore ici. Je pensais qu'à présent tu serais retourné en courant au coin de rue d'où tu viens. » Eda ne dit rien. Elle se dirigea calmement vers la table et posa le plateau. « Trisha s'approcha. « Je suis ici pour te donner un avertissement, » dit-elle. « Tu as peut-être trompé Calvin pour le moment, mais tu ne tiendras pas. Il se lassera de toi. C'est toujours comme ça. Tu n'es qu'une mendiante dans une robe de soirée. » La mâchoire d'Eda se crispa, mais elle ne dit rien. « Tu crois que quelques jours dans la soie font de toi une épouse. » Trisha Rip Freudman. Je le connais depuis des années. J'ai dîné avec des présidents et dansé avec des rois. Toi, tu ne sais même pas tenir une fourchette à salade correctement. Eda la regarda enfin dans les yeux. Calme. Firme. Avez-vous terminé? Trisha fit l'en. Oh, pas encore. Tu vois, mes avocats se préparent à porter plainte. Diffamation. Humiliation. Détresse psychologique. J'ai déjà parlé à 2 tabloïds. D'ici demain, le monde saura ce que tu es vraiment. La voix d'Eda était calme. Et qu'est-ce que c'est? Une arnaqueuse dans un joli emballage. Eda baissa les yeux sur ses mains, doucement jointes. Elle ne sia pas, mais à l'intérieur, quelque chose se brisa. Ce soir-là, Eda se tenait dans sa chambre, un petit sac de voyage ouvert sur le lit. Elle faisait ses bagages en silence, juste le nécessaire. Un pull usé, un peigne, une photo délavée d'elle et de sa mère avant l'accident. Elle s'arrêta au bord de la pièce, regardant autour d'elle une dernière fois. Si beau, si chaleureux, si loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle ne pouvait pas rester. Pas quand chaque souffle qu'elle prenait ici était un scandale qui attendait d'exploser. Elle ne traînerait pas le nom de Kelvin dans la boue, pas pour quelque chose qu'il avait fait par gratitude. Mieux valait partir avant de le ruiner. Mais alors qu'elle fermait la fermeture éclair du sac, la porte grinça en s'ouvrant. « Tu vas quelque part ?» Eda se retourna brusquement. Kelvin se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'observant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. « Tu m'as promis une semaine, » dit-il doucement en entrant. « Tu as à peine tenu jusqu'au 4e jour. » Eda baissa les yeux. « Je ne voulais pas rompre ta promesse, mais je n'ai pas ma place ici, Kelvin. Ton monde n'est pas le mien. Et maintenant, Trisha menace de poursuites judiciaires. Elle va détruire ton nom. Quel essai? Dit-il fermement. Je me fiche de ces menaces. Mais moi, si, dit Eda, la voix s'élevant. Tu as été gentil avec moi. Trop gentil. Et je ne serai pas la raison pour laquelle ta vie s'effondre. Il s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Tu penses que ma vie est parfaite sans toi? Demanda-t-il. Avant toi, elle était vide. Juste des contrats, des dîners et des conversations creuses. Tu me rappelles ce qui est réel. Sa voix se brisa. Kelvin, je ne suis pas forte comme tu le penses. J'ai peur. Je ne sais pas comment survivre dans cet endroit sans qu'on se moque de moi ou qu'on me déteste. Il lui prit doucement les mains. Alors qu'il rit. Qu'il déteste. Tant que tu restes, je serai à tes côtés. Elle retint ses larmes. Mais pourquoi moi? Parce que quand je n'avais rien, tu m'as donné de l'espoir. Maintenant, c'est mon tour. Eda baissa les yeux sur son sac de voyage, puis leva les yeux vers l'homme qui la voyait à travers tout le bruit. Elle hocha lentement la tête, posant le sac de côté. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je reste. 3 jours de plus. Kelvin Surredousement. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Le soleil filtrait à travers les fenêtres cintrées de l'aile, peignant de douces bandes dorées sur les sols polis. Cette partie du manoir était plus calme. Pas de femme de chambre qui jacasse, pas de talons qui claquent, pas de regards indiscrets. Juste des rires. Des rires d'enfants. Eda se tenait dans un coin du bureau de la Fondation Kingsley pour les orphelins,
aidant à empiler des boîtes dedans. Elle portait un chemisier simple et un pantalon, ses cheveux attachés lâchement en arrière. Elle n'avait pas besoin de faire semblant ici. Elle n'était pas la fille qui s'était incrustée au mariage. Elle était juste Eda. Un petit garçon tira sur sa chemise. « Mademoiselle Eda, est-ce que je peux aider à porter les crayons de couleur ?» Elle sourit, s'agenouillant. « Seulement si tu promets de ne pas les manger cette fois. » Il gloussa, puis salua comme un soldat. Kelvin se tenait à l'embrasure de la porte, observant en silence. Pour un homme habitué aux salles de conseil et aux costumes, il avait l'air étrangement paisible en la voyant ainsi, les yeux brillants, le sourire doux, les mains se déplaçant doucement parmi des enfants qui ne se souciaient pas de qui elle avait été, seulement de qui elle était pour eux maintenant. « Elle ne sait même pas qu'elle est la plus belle femme de cette maison, murmura-t-il. Le directeur de la fondation, à côté de lui, haussa un sourcil. « Vous êtes épris. » Kelvin Surratt. « Je suis condamné. » Plus tard dans l'après-midi, il trouva Eda en train d'essuyer de la peinture sur la joue d'un enfant. « Tu as pris le contrôle de l'endroit, » la taquina-t-il. Eda se retourna, surprise. « J'avais juste besoin de quelque chose à faire. Ça me semblait mal de rester assise à ne rien faire pendant que tout le monde ici chuchote à mon sujet. » Il pencha la tête. « Et que disent les enfants de toi ?» Elle sourit. « Ils m'appellent Mademoiselle Pancaque. L'un d'eux pense que je sens le sirop d'érable. » Kelvin gloussa. « Alors je pense que tu les as conquis. » Il lui tendit la main. « Viens avec moi. »« Oh, tu verras. » Le temps qu'ils atteignent le quartier des boutiques, Eda paniquait intérieurement. Partout où elle se tournait, des vitrines scintillantes la dévisageaient. Robes, sacs à main, chaussures de créateur. Elle s'arrêta devant un magasin. « Kelvin, cet endroit n'est pas pour les gens comme moi. » Il ouvrit la porte avec une révérence théâtrale. « Correction. Il l'est maintenant. » À l'intérieur, des stylistes l'assaillirent. Son teint est parfait, des tons dorés subtils. Essayons d'abord le satin bleu. Oh, sa structure osseuse est divine. Eda était aussi raide qu'un mannequin jusqu'à ce que Kelvin murmure. « Respire, c'est tout. Et choisis tout ce que tu aimes. Mais je n'ai besoin de rien. » Il la regarda dans les yeux. « Tu as passé toute ta vie à avoir besoin de choses. Laisse quelqu'un vouloir te les donner. » Sa gorge se serra. Des heures plus tard, des sacs à la main et le bras lié à celui de Kelvin, Eda sortit du magasin vêtue d'une douce robe crème et de chaussures plates qu'elle n'aurait jamais touchées auparavant. Pour la première fois depuis une éternité, elle ne pensait pas à d'où viendrait son prochain repas. Elle se sentait vue. Et puis c'est arrivé. Il lui raconta une blague banale sur un pigeon portant des lunettes de soleil. C'était horrible. Ridicule. Mais quelque chose dans la façon dont il la racontait, la façon dont il lui souriait comme si elle était la seule fille au monde, brisa le dernier mur. Elle rit. Pas Parliament. Pas nerveusement. Un vrai rire, plein, qui résonna dans la rue comme une cloche. Kelvin se figea, la dévisageant. « Le voilà, » murmura-t-il. Elle pencha la tête. « Quoi? Ton rire. » J'attendais de l'entendre. Cette nuit-là, enveloppée dans une couverture douce sur le balcon, Eda contemplait les lumières de la ville. Kelvin la rejoignit, lui tendant une tasse de thé. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis elle parla. « Tu sais, » commença-t-elle doucement, « personne ne m'a jamais fait me sentir vue auparavant. Pas vraiment. C'était toujours comme si j'étais invisible. Juste une autre pauvre fille. Un autre problème. » Kelvin se tourna vers elle, sa voix basse et chaude. « C'est parce qu'ils ne t'ont jamais regardé comme je le fais. » Elle détourna le visage, essayant de cacher les larmes qui se formaient. Il tendit la main et écarta doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. « Tu n'as plus besoin de te cacher, Eda. » Elle croisa son regard. À ce moment-là, elle n'avait pas peur. Ni du manoir, ni des chuchotements, ni même de son passé. Juste de tomber. Et peut-être de le vouloir. C'était une soirée parfaite pour une tempête. Le lustre scintillait au-dessus d'une longue table en acajou où les membres du cercle intime des Kingsley étaient réunis pour le dîner. Eda était assise à la droite de Kelvin, vêtue d'une simple robe lavande, ses cheveux tressés en douceur. Elle n'avait pas beaucoup parlé, n'étant toujours pas habituée à dîner sous des regards attentifs et des sourires à peine voilés. De l'autre côté de la table était assise Geneva, la tante de Kelvin, faisant tourner le vin dans son verre, les lèvres dessinées en un sourire froid. « C'est impressionnant, » dit-elle soudain, assez fort pour faire taire la pièce, « à quelle vitesse quelqu'un peut passer du coin de la rue à dîner à cette table.
Le rire des membres du conseil d'administration était gêné, mais Geneva continua, imperturbable. Je me demande seulement si les habitudes de la rue s'oublient aussi vite. Eda leva les yeux, confuse. Puis le majordome entra dans la pièce, pâle. Madame Yé. Neva, monsieur. Geneva se leva. Allons dans le bureau. Kelvin fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? Mais Geneva marchait déjà. Dans le bureau, l'air était tendu. La gouvernante en chef entra, tenant une boîte à bijoux en velours. Ceci a été trouvé dans le tiroir de la garde-robe de Mademoiselle Eda. Des exclamations de surprise. Les yeux d'Eda s'écarquillèrent lorsque Geneva ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet en diamant, l'un des héritages les plus précieux du domaine, disparu depuis 2 jours. Eda recula. Mais, je n'ai jamais vu ça avant. Geneva se retourna brusquement. Vraiment? Alors il est entré tout seul dans votre tiroir? Un des membres du conseil d'administration murmura. C'est ce que nous craignons. Kelvin, elle embarrasse déjà la famille. La gorge d'Eda s'aserra. Tous les yeux étaient sur elle. Certains suffisants. Certains jubilatoires. Kelvin n'avait pas dit un mot. Eda inspira, tremblante. Sa voix était calme. Si vous pensez que je l'ai fait, je partirai. Kelvin la regarda enfin. Le choc traversa son visage. Quoi? Je ne resterai pas là où l'on ne me fait pas confiance, dit-elle en gardant le menton haut. Je ne suis pas venu ici pour voler, mais si c'est ce que les gens pensent de moi. Geneva croisa les bras. Au moins, elle connaît sa place. Kelvin se avança lentamente. Et si je disais que je sais déjà qui l'a pris? Le sourire coin de Geneva vacilla. Kelvin frappa une fois dans ses mains. Le directeur de la maison entra avec une clé USB. J'ai demandé à l'équipe de sécurité de revoir les enregistrements de chaque couloir. Ceci, dit-il en la branchant sur l'écran mural, a été pris il y a 2 nuits. L'écran s'anima. Tout le monde se pencha. Là, en noir et blanc clair, on voyait Geneva elle-même entrer dans la chambre forte principale, retirer le bracelet, et plus tard se faufiler dans la chambre d'Eda quand elle pensait que personne ne regardait. Le verre de vin de Geneva lui glissa des mains et se brisa. Le silence était assourdissant. Tu l'as piégé, dit calmement Kelvin, les yeux comme de l'acier. Pour l'humilier, pour la forcer à partir. Geneva ouvrit la bouche. C'était juste un test. Je devais être sûr qu'elle n'était pas une voleuse. Kelvin l'interrompit. Ou juste pas assez bien pour nous. Geneva devint rouge. Tu es aveuglé par elle. Non, dit-il froidement. Je la vois plus clairement que je n'ai jamais vu personne dans cette maison. Il se tourna vers le reste de la pièce. C'est ma femme. Et quiconque lui manque de respect. Sa voix baissa. Me manque de respect. Les lèvres d'Eda s'entr'ouvrirent légèrement. Son cœur battait à tout rompre. Geneva ricana, attrapant son sac en main. Cette famille représentait l'excellence. Maintenant, elle s'abaisse à la pitié. Elle sortit de la pièce d'un pas sec. Le silence resta dans son sillage. Puis, lentement, un par un, les invités commencèrent à défiler, laissant Kelvin et Eda seuls. Elle se tourna vers lui, stupéfaite. « Tu aimes Crew. » Il tendit la main, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Je n'ai jamais douté de toi. » Les yeux d'Eda s'emplirent de larmes. « Pourquoi n'as-tu rien dit quand j'ai proposé de partir? » « Parce que j'avais besoin qu'il voie qui tu es vraiment, dit-il doucement. Même accusé, tu as choisi la dignité plutôt que la défense. C'est plus que ce que je peux dire de la plupart d'entre eux. Elle déglutit difficilement. Merci de m'avoir soutenu. Il sourit. Tu n'as pas à me remercier, Eda. Ce n'est pas de la charité. C'est de l'amour. Le matin était calme, presque trop calme. Eda était assise dans le jardin, traçant du doigt le bord de sa tasse de thé, entourée de lys fraîchement éclos. Pour la première fois depuis des jours, il y avait la paix, mais son cœur battait toujours à un rythme prudent. Les événements de la nuit précédente s'accrochaient encore à elle comme la rosée sur les feuilles. Kelvin l'avait défendue. Cela signifiait tout. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose de plus grand se profilait à l'horizon, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Juste à ce moment, le majordome s'approcha avec un air perplexe. « Madame, il y a quelqu'un à la grille. Il dit qu'il vous cherche. » Eda cligna des yeux. « Pour moi? Oui, madame. Il est âgé. Et assez insistant. » Quelques minutes plus tard, Eda se tenait près des grandes portes du manoir,
le cœur battant à tout rompre alors que l'homme était escorté à l'intérieur. Il était habillé modestement, d'un costume usé, tenant une vieille mallette en cuir. Ses cheveux étaient blancs comme neige, ses mains tremblaient légèrement alors qu'il retirait son chapeau. Ses yeux se posèrent sur Eda et s'écarquillèrent d'émotion. « C'est vous » murmura-t-il. « Oh mon Dieu, c'est vraiment vous. » Eda recula. « Je suis désolé, est-ce que je vous connais ?» Kelvin était apparu derrière elle, se rapprochant instinctivement. La voix de l'homme tremblait. « Mon nom est Dr. Elias Warren. Yeah, j'étais le meilleur ami de votre père. Et votre parrain. » Les sourcils d'Eda se froncèrent. « Je pense que vous vous trompez de personne. » Il ouvrit lentement sa mallette, révélant une photographie usée, la photo d'une petite fille rieuse en couette sur un tricycle, un homme et une femme agenouillés à côté d'elle. La fille avait les yeux d'Eda. « Votre nom, votre vrai nom, est Adélaïde Monroe, dit-il doucement. Vous avez été enlevée à votre famille quand vous aviez 4 ans. Il y a eu un accident de voiture sur le chemin de chez votre grand-mère. Dans le chaos, vous avez disparu. » Les mains d'Eda tremblaient. « Non, non, ce n'est pas possible. » Il s'avança doucement. « Vos parents vous ont cherché pendant des années. Votre mère est morte de chagrin. Votre père, il est décédé il y a 2 ans. Mais il n'a jamais abandonné. J'ai fait un serment, Eda. Si je vous retrouvais un jour, je vous dirai la vérité. » Kelvin regarda de nouveau la photo. La ressemblance était indubitable. Eda s'assit lentement, les jambes faibles. « Toute ma vie, j'ai cru que je n'étais personne, juste une autre enfant que le monde avait oubliée. » Les yeux du docteur Warren s'emplirent de larmes. « Vous n'avez jamais été oublié. Vous étiez aimé plus que vous ne le savez. » Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un pendentif, un médaillon en forme de cœur avec 2 photos à l'intérieur. Ses parents. Le souffle d'Eda se coupa. Ses yeux débordèrent. Kelvin s'agenouilla à côté d'elle. « Eda, cela signifie que tu es une héritière. Vous êtes la fille d'un des médecins les plus respectés de la ville, » termina le docteur Warren, « et l'unique héritière de tout ce qu'il a laissé derrière lui, sa maison, ses cliniques, sa fondation. » Eda fixa le médaillon. Sa voix était un murmure. « Pourquoi personne ne m'a-t-il trouvé? Pourquoi ne le savais-je pas? Vous avez été emmené très loin. Lorsque vous avez finalement été retrouvé par les services sociaux, vous n'aviez aucun souvenir de votre passé. Ils ont changé votre nom. Le temps que quelqu'un vous retrouve, la piste s'était refroidie. » Kelvin lui prit la main. « Eda, ça va. » Elle leva les yeux vers lui, hébétée. « Je ne sais plus qui je suis. » Kelvin lui serra doucement les doigts. « Tu es toujours la fille qui a donné du pain à un garçon affamé. Tu es toujours la femme qui a balayé des sols qu'elle n'avait pas salis. Tu es toujours Eda, juste avec un passé que tu ne connaissais pas. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Même si je n'avais rien, murmura-t-elle, je t'aurais quand même choisi. » Kelvin la prit dans ses bras, la tenant comme quelque chose de précieux. « Et j'aurais quand même attendu. 100 ans, Eda. J'aurais attendu dans chaque vie. » Elle s'agrippa à lui, le médaillon pressé contre sa poitrine. Le docteur Warren les regarda en silence, essuyant ses propres yeux. « Votre père aurait été si fier de vous voir maintenant, » dit-il. Forte, gentille et aimée. Plus tard dans la soirée, Eda se tenait sur le balcon, contemplant les étoiles, le médaillon encore chaud contre sa peau. Kelvin la rejoignit, sa main effleurant la sienne. « Tu es silencieuse, » dit-il. Elle sourit doucement. « J'ai passé si longtemps à chercher des miettes de mon identité. Et aujourd'hui, tout le festin est arrivé. » Il rit doucement. « Tu as toujours été de la royauté. Le monde n'avait tout simplement pas rattrapé son retard. » Eda se tourna vers lui. « Ça ne nous change pas, n'est-ce pas ?» Il secoua la tête. « Ça ne fait que rendre les choses plus claires. Tu n'as jamais été indigne de cette vie, Eda. Elle attendait juste que tu la réclames. » Elle se pencha contre lui, sa voix à peine un murmure. « Alors je veux la partager avec toi. » La grande salle de bal du gala de la fondation Kingsley scintillait comme un rêve. Les lustres en cristal se reflétaient dans les murs en miroir, et chaque pas résonnait sur le marbre immaculé. Les invités arrivaient en limousine et en smoking, leurs robes de créateurs flottant alors qu'ils posaient pour les flashs des appareils photo. À l'intérieur, l'élite de la ville se mêlait. Philanthropes, célébrités, PDG, politiciens, tous réunis sous la bannière de la charité et du prestige. Mais ce soir, la véritable histoire n'était pas dans les dons.
Elle résidait dans le mystère qui planait sur chaque chuchotement, chaque regard curieux. C'est elle, n'est-ce pas, la fille qu'il a épousée. Ce n'est plus seulement une rumeur. Ada se tenait tranquillement près d'une colonne, vêtue d'une robe bleu nuit qui flottait comme de la soie liquide. Ses cheveux étaient doucement relevés, révélant de délicates boucles d'oreilles empruntées à la collection de la famille Kingsley. Mais malgré l'élégance, elle donnait l'impression de vouloir disparaître. Kelvin se tenait à côté d'elle dans un costume noir impeccable, sa main reposant doucement sur le bas de son dos. « Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Laisse-les parler. J'ai l'habitude. » Il lui sourit. « Non, dit-il doucement. Ce soir, ils écoutent. Et ils apprennent qui tu es vraiment. » Les lumières s'éteignirent. Un silence tomba sur la foule alors que le maître de cérémonie montait sur scène. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention pour notre conférencier d'honneur, Monsieur Kelvin Kingsley ?» Le public applaudit alors que Kelvin se dirigeait vers la scène, grand, calme, magnétique. « I'll adjust the microphone. » Puis il regarda la foule en marquant une pause. « Bonsoir, commença-t-il. Ce soir, il est question de charité. De redonner. Mais avant d'entrer dans les chiffres et les dons, je veux vous raconter une histoire. » Il jeta un coup d'œil à Ada. « Il y a de nombreuses années, j'ai tout fui. J'étais le fils d'un milliardaire, noyé sous les attentes, étouffé par une vie que je n'avais pas demandée. J'ai erré dans la ville sous la pluie, sans espoir. Fame. Seul. La folie s'est haute. Je me suis assis sous un abribus cassé, prêt à disparaître dans le néant. Et puis, elle est apparue. Quelques personnes bougèrent, réalisant soudain où cela menait. C'était juste une fille, trompée par la pluie. Ses chaussures étaient usées. Son uniforme scolaire lui collait à la peau comme une seconde peau. Mais elle m'a souri, m'a donné son parapluie et son dernier morceau de pain. Des chuchotements remplirent l'air. La voix de Kelvin s'adoucit. Elle ne savait pas que j'étais riche. Elle ne savait pas qu'un jour je dirigerais une entreprise. Elle a juste vu quelqu'un dans le besoin et a donné sans rien attendre en retour. Il fit un geste vers Ada. Cette fille est maintenant ma femme. Des exclamations de surprise parcoururent la salle de bal. La voix de Kelvin s'éleva légèrement. Son nom est Ada. Ce n'est pas une mondaine. Elle ne vient pas de la vieille noblesse. Elle n'a pas gravi les échelons comme la plupart le font. Mais elle m'a donné la volonté de vivre. Et aujourd'hui, elle donne de l'espoir aux enfants qui étaient autrefois, comme nous, oubliés. Le public resta figé. Puis, quelqu'un commença à applaudir. Puis un autre. Et un autre. En quelques secondes, toute la salle de bal se leva, applaudissant à tout rompre. Une ovation debout. Kelvin descendit de la scène et retourna auprès d'Ada, qui se tenait figée, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Que as-tu fait » murmura-t-elle. « J'ai dit la vérité » dit-il en l'enlaçant d'un bras. « Et je leur ai donné quelqu'un digne d'admiration. » Mais tout le monde n'applaudissait pas. Dans un coin de la pièce, Trisha Bloom se tenait avec une coupe de champagne à la main, le visage pâle et pincé. Sa robe de créateur scintillait de rage. Un agent de sécurité se pencha poliment. « Mademoiselle Bloom, on nous a demandé de vous escorter dehors. » Discrètement. « Quoi » siffla-t-elle. « Vous croyez que je vais faire une scène? Que ça m'importe » Le garde sourit crispement. « Non, madame. » Mais M. Kingsley a été clair. Ce soir est consacré à sa femme. Furieuse, Trisha tourna les talons et disparut dans l'ombre. Le temps que les médias aient vent du discours, les titres explosaient déjà. La fille sous la pluie, l'héritière perdue du milliardaire Marie qui lui a sauvé la vie. De la rue au projecteur, la grâce d'Ada Kingsley fait taire les critiques. Pas une croqueuse de diamants, une donatrice. Les journalistes ont creusé la véritable identité d'Ada. La révélation de son passé, enlevée dans son enfance, élevée sans connaître l'héritage de sa famille, n'a fait qu'alimenter la fascination. Son humilité, sa gentillesse, sa dignité tranquille ont toutes remodelé le récit. Elle n'était plus un scandale. Elle était une histoire, une héroïne. Mais Ada ne se prélassait pas sous les feux de la rampe. Au lieu de cela, le lendemain matin, alors que les présentateurs de nouvelles louaient sa beauté et son élégance, elle retroussa ses manches et retourna au centre d'aide aux orphelins. Elle s'agenouilla à côté d'une petite fille qui dessinait par terre, offrant des crayons de couleur et un sourire. Kelvin arriva plus tard dans l'après-midi et observa depuis l'embrasure de la porte à Ada,
lasser la chaussure d'un enfant avec des doigts d'eau. Une des bénévoles s'approcha de lui. « Elle vient tous les matins maintenant » dit la femme avec un sourire. Elle dit qu'elle veut mériter le titre de Madame Kingsley avec plus que les diamants. Le cœur de Kelvin se gonfla. Quand Ada le remarqua enfin, elle s'approcha, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tu n'étais pas obligé de venir » dit-elle timidement. Il l'attira dans un coin tranquille. « Bien sûr que si. Je vais là où est mon cœur. » Elle leva les yeux vers lui, touchée. « Je ne suis pas doué pour la célébrité, ni pour les gros titres. Je veux juste aider. Faire quelque chose de cette seconde chance. » Kelvin Louis caressa la Joe. « C'est exactement pourquoi tu mérites tout ça. » Elle soupira. « J'ai toujours l'impression d'être la fille qui n'a rien. » Il sourit. « Pour moi, tu seras toujours la fille qui a tout, parce que tu m'as donné tout ce que je ne savais pas dont j'avais besoin. » L'arôme de la soupe chaude remplissait la petite salle à manger du refuge Saint-Bridget, se mêlant au doux bourdonnement des conversations et au cliquetis occasionnel des assiettes. C'était un espace modeste, rien de comparable aux grandes salles qu'Ada visitait désormais chaque semaine. Mais dans cette pièce, son cœur se sentait le plus léger. La bannière au-dessus du comptoir indiquait « Soirée communautaire, tout le monde mérite un repas ». Ada se tenait derrière la ligne de service dans un simple pull crème, les cheveux attachés en arrière avec un bandeau en tissu. Elle servait la soupe avec des mains expertes, saluant chaque personne qui s'approchait avec un sourire qui ne contenait aucune pitié, seulement de la chaleur. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il approchait de 19 heures. Il y a exactement 1 an, elle s'était glissée dans le mariage de quelqu'un d'autre, affamé et invisible. Et maintenant, joyeux anniversaire. Se murmura-t-elle, amusée par l'ironie. Alors qu'elle tendait la main vers un autre bol, une petite silhouette attira son attention. Une jeune fille, peut-être 12 ans, jetant un coup d'œil nerveux au coin de la rue. Ses vêtements étaient trop grands et effilochés, et ses yeux s'agitaient comme un lapin pris au dépourvu. Le cœur d'Ada se serra instantanément. La fille se dirigea vers le chemin, faisant semblant d'être avec la foule. Mais elle n'avait ni jeton, ni assiette. Un des bénévoles s'avança pour l'arrêter, mais Ada leva doucement la main. « Elle est avec moi » dit-elle doucement. La fille se figea, les yeux écarquillés. Ada contourna le comptoir, s'agenouilla devant elle et lui offrit une assiette chaude de riz, de ragoût et de pain. « To his fame » La fille hocha rapidement la tête, les lèvres tremblantes. « Tiens » murmura Ada en lui plaçant l'assiette dans les mains. « Prends ton temps. Mange tout ce que tu veux. Tu es en sécurité ici. » La fille cligna des yeux. « Vous n'êtes pas la dame de la télé. » Ada glausa. « Parfois. Mais ce soir, je suis juste ton ami dans la file d'attente pour la nourriture. » La fille sourit pour la première fois, serrant l'assiette comme un trésor, puis se précipita vers une table d'angle. Ada se releva lentement, s'essuyant les mains sur son tablier. De la porte, quelqu'un applaudit doucement. Elle se retourna, et il était là. Kelvin. Vêtu d'un col roulé noir et d'un manteau, tenant un bouquet de petites marguerites blanches, le genre qui, disait-elle un jour, lui rappelait des jours plus simples. Il s'avança vers elle, le regard plein d'une admiration tranquille. « Je pensais te trouver ici, » dit-il. Ada sourit alors qu'il lui tendait les fleurs. « Tout est souveno. Je me souviens de tout ce qui te concerne. » Elle posa le bouquet à côté du comptoir de service, puis se blottit dans ses bras. « Ça ne te dérange pas ?» demanda-t-elle doucement. « Passer notre anniversaire dans un refuge, au lieu d'une escapade de luxe. » Kelvin lui embrassa le front. « Tu plaisantes? Je préférerais être ici avec toi que sur un yacht avec n'importe qui d'autre. » Elle rit doucement et se blottit contre lui. « J'avais besoin de me souvenir, » dit-elle. « D'où je viens. De la fille qui est venue un jour à un mariage juste pour manger. » Kelvin lui releva doucement le menton. « Et qui a trouvé un mari, un foyer et un destin qu'elle n'aurait jamais imaginé. » Ils se sourirent. Pas de richesse, pas de caméra, juste 2 âmes qui avaient trouvé leur chemin à travers les tempêtes, les ombres et les miracles. Ada jeta un coup d'œil à la fille, qui riait maintenant avec un autre enfant autour d'un petit pain. « Elle me rappelait moi, » murmura-t-elle. Seule, honteuse de demander de l'aide, mais espérant que quelqu'un la verrait. Kelvin suivit son regard. « Et tu l'as vu. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a vu. » Ils restèrent un moment en silence. Puis Ada attrapa 2 bols et en tendit un à Kelvin. « Nous avons du travail, Monsieur Kingsley. » Il sourit. « Oui, Madame Kingsley. »
Ils se déplacèrent côte à côte derrière le comptoir, distribuant de la chaleur, une assiette à la fois. Des heures plus tard, la foule s'était clairsemée. Les tables étaient plus propres. La cuisine bourdonnait du dernier tour de nettoyage. Ada et Kelvin sortirent dans l'air frais de la nuit. Les étoiles clignotaient au-dessus d'eux comme de doux témoins. Ils marchèrent lentement dans la rue calme, les mains jointes. Ada leva les yeux vers lui. « Tu sais, je ne te pensais quand je t'ai vu pour la première fois cette nuit-là. À quoi pensais-tu? Que tu étais fou, le taquina-t elle. Et peut-être que tu le es toujours. » Kelvin rit. « Je l'étais. Mais peut-être que l'amour est censé être un peu fou. » Elle sourit. « Quand je pense à la façon dont tout s'est passé, j'ai toujours l'impression que c'est un rêve. » « Non, dit-il. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais connue. » Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire. La lumière les baignait d'une douce lueur dorée. Ada regarda la ville sombre. La ville sombre. « Tu sais, je suis venue à ce mariage pour la nourriture, dit-elle lentement, la voix pensive. Mais je suis repartie avec un mari, un foyer et un destin dont je n'avais jamais rêvé. Kelvin porta sa main à ses lèvres et l'embrassa doucement. Et moi, je suis reparti avec une raison de croire à nouveau au destin. Ils restèrent là un moment de plus. Puis, main dans la main, ils descendirent la rue vide, deux âmes qui se sont trouvées de la manière la plus impossible qui soit. Et cette fois, il n'y avait pas de ventres affamés, pas de coins solitaires, juste de l'amour. Je suis venu pour la nourriture, mais ce que j'ai trouvé était bien plus encore. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires d'amour inoubliables.